Il est 7h30 à Yaoundé et Kinshasa. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'écoute d'RFI, 8h30 à Paris. Nathalie Amar. Avec François Mazet pour le journal. Bonjour François. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Maurice Kamto affirme qu'il a gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Déclaration d'un des principaux candidats d'opposition au scrutin de dimanche. Le gouvernement dénonce une proclamation hors la loi. Le parti au pouvoir une allégation narcissique. Les autres opposants s'interrogent sur sa stratégie. Pour l'instant, aucun chiffre n'a été donné, pas même la participation. Et l'ECAM convient tout de même qu'elle a été très faible dans les régions anglophones. L'Angola poursuit ses rapatriements volontaires ou forcés de citoyens congolais vers les Kasaï qu'ils avaient fui en 2016 et 2017. Des milliers de personnes sont expulsées. Au cours d'affrontements avec la police angolaise, une dizaine d'entre eux ont été tués. À suivre également la ministre française des Armées au Tchad pour évoquer les problèmes sécuritaires dans la région, l'engagement des autorités centrafricaines à lutter contre le sida chez les militaires et des concerts de casseroles qui ont repris à Brazzaville. Des anciens travailleurs des postes et télécommunications sont privés de retraite. Le dépouillement se poursuit au Cameroun après les présidentielles de dimanche. Plus de la moitié des bulletins ont été comptabilisés jusque-là. Selon Elecam qui gère les élections, pas encore de chiffres, ni participation, ni tendance sur les résultats. Le Conseil constitutionnel a 2 semaines pour les proclamer. Mais alors que les Camerounais sont sommés de prendre leur mal en patience, un des principaux adversaires du président Biya a décidé de rompre le silence hier en revendiquant d'ores et déjà la victoire. Maurice Kamto a filé la métaphore footballistique inventée par Moïse Katumbi. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré, le but a été marqué, a dit à la presse l'ex-garde des Sceaux devenu opposant. Notre correspondant Polycarpe Somba était présent. 15h, nous sommes au siège du MRC lorsqu'arrive Maurice Kamto, entouré de quelques-uns de ses soutiens politiques. La centaine de journalistes qui l'attendent depuis le matin découvre un homme à la mine grave. Lorsqu'il prend la parole quelques minutes plus tard, le ton est solennel. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin. La nouvelle se répand aussi toute une traînée de poudre et suscite des réactions en cascade. En début de soirée, les journalistes sont appelés à nouveau, cette fois par le camp du pouvoir, pour recueillir la réaction officielle du RDPC et sera lue par Jean Kouété, secrétaire général du comité central. Nous exprimons notre indignation et notre préoccupation face à ces déclarations irresponsables, séditieuses et sans fondement. Le RDPC et ses alliés appellent à la plus grande vigilance pour barrer la voie à toutes les manœuvres visant à compromettre la paix et la tranquillité dans notre pays. Alors que le Conseil constitutionnel a encore jusqu'à 2 semaines pour proclamer les résultats de cette élection, les Camerounais s'interrogent déjà sur l'issue que pourrait connaître ce nouveau front. Polycarpe Somba, Yaoundé, RFI. Autre réaction, Joshua Ozi, candidat d'opposition à la présidentielle sous les couleurs du SDF, se dit surpris. Il estime qu'il est trop tôt pour connaître les résultats. Cela risque de compromettre nos chances pour une véritable alternance, a-t-il dit ce matin sur nos antennes. Alors, Elecam ne donne pas de chiffres, François, mais confirme toutefois que la participation a été faible dans les régions anglophones du pays. Oui, sous la menace des sécessionnistes et alors que le territoire était complètement bouclé par les forces de sécurité, les gens ont massivement choisi de ne pas prendre de risques et de rester chez eux. Julie Vandal. Les séparatistes armés ont tenu leurs promesses. Ils ont perturbé le scrutin présidentiel dans la région du sud-ouest, mais surtout dans le nord-ouest, où des tirs ont été entendus tout au long de ce dimanche dans de nombreuses localités. Ces violences ont contraint les autorités à réduire le nombre de bureaux de vote. Elles ont surtout dissuadé les électeurs de se déplacer. Éric Essoussé, directeur général d'Elecam, l'organisme chargé d'organiser le scrutin. Quand les électeurs sont effrayés, sont menacés, il est normal qu'ils ne puissent pas exposer leur vie aux terroristes. C'est ça qui explique ce faible taux de participation. Un faible taux de participation, mais pas question d'en révéler la teneur exacte. D'après International Crisis Group, ce taux serait inférieur à 5%. Qu'importe pour Elecam, il fallait surtout que le scrutin ait lieu dans les 2 régions anglophones. Éric Essoussé. Compte tenu de la situation qui prévaut, le plus important, c'était de l'organiser parce que c'est le territoire national, faire en sorte que ce n'est pas le terrorisme qui a raison sur le pouvoir de l'État. Il n'y a pas de raison que le scrutin puisse se passer dans ces 2 régions et c'est
ce que tout le monde s'est attelé à faire et je pense que nous sommes satisfaits. Le taux de participation officielle et les résultats sont attendus d'ici 15 jours. Seul le Conseil constitutionnel est habilité à les rendre publics. Au Gabon, pas de résultat non plus pour les législatives et locales de samedi. Les observateurs de l'Union africaine ont hier indiqué dans leur rapport préliminaire présenté à la presse que, selon eux, les élections s'étaient déroulées sans ingérence ni irrégularité pouvant avoir un impact négatif sur l'issue de ces scrutins. Les élections en RDC sont prévues, elles, pour le 23 décembre. Un premier lot de machines à voter est arrivé au port de Matadi. 12 000 sur les 135 000 prévus pour le scrutin. L'opposition continue de dénoncer les machines à voler et regrette que les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU, qui viennent de passer 2 jours à Kinshasa, n'aient pas pris position plus fermement sur la question. Pour le gouvernement, au contraire, l'ONU outrepasse sa mission quand elle aborde la question des élections. La RDC encore à Mbouba, dans l'ouest du pays. Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne samedi continue de s'alourdir. 53 personnes sont mortes selon le ministère de la Santé. Plus de 70 autres sont toujours hospitalisées, certaines dans un état grave. Et puis une dizaine de Congolais tués en Angola au cours d'affrontements avec la police. Dans la province frontalière de Lunda Nord, où ils sont considérés comme des clandestins et non comme des réfugiés par les autorités. L'Angola expulse en ce moment des milliers de Congolais vers les Kasaï, région qu'ils ont fui lors des violences de 2016-2017. Précision à Kinshasa, Passion Ligodi. Selon certains témoignages venant de Lunda Norte, les ressortissants congolais ont d'abord manifesté mercredi dernier, d'après plusieurs récits, contre la brutalité de la police angolaise à leur égard. Certains parmi ces Congolais sont des jeunes qui sont actifs dans l'exploitation artisanale de diamants. Ils auraient utilisé machettes, bêches et divers autres objets contre les policiers commis aux opérations d'expulsion. La police angolaise a ensuite ouvert les feux, faisant sur place 2 morts, selon la télévision publique angolaise, 5 morts et plusieurs blessés, d'après d'autres sources. Au total, 14 ressortissants de la RDC ont été tués, selon les comités de Congolais vivant en Angola. Depuis, les services officiels installés au poste frontalier des Kamako en RDC rapportent que plusieurs milliers de Congolais ont regagné leur pays. Parmi eux, il y a les refoulés et ce qu'on appelle les retournés volontaires. À Kamako, certains passent la nuit à la Belle Étoile et d'autres dans des églises. Passion Ligodi, Kinshasa et RFI. Et selon le Haut Commissariat aux réfugiés, près de 50 000 personnes sont susceptibles d'être renvoyées en RDC. RFI Afrique Matin, 7h37 à Bangui. Un protocole de lutte contre le VIH et les violences basées sur le genre dans les forces armées centrafricaines a été signé hier à Bangui. Par le président Touadéra, les ministres de la Santé et des Armées à l'occasion de la venue de Michel Sidibé, le directeur exécutif d'ONU-SIDA. Budget de départ 600 000 € pour lutter contre une maladie qui touche près de 8% des militaires, soit le double de la moyenne nationale. Sur place, Charlotte Cossé. Remise de médailles et signature d'un protocole, le premier de ce genre en Afrique, ont lieu à la présidence. Pour le médecin-colonel Bangba Gaye, infectiologue des hôpitaux des armées, l'effort doit être fait sur les infrastructures. Le manque d'infrastructures est le principal obstacle à la prise en charge de nos militaires. Si on arrive à reconstruire nos casernes, nous allons, à travers cette reconstruction, remettre des infirmeries en place qui nous permettront de créer des unités de prise en charge pour nous permettre très facilement de mettre nos soldats et leurs familles sous traitement antirétroviral. Frêle, des cicatrices sur le visage, ce militaire vit depuis 15 ans avec le virus. Il a été contaminé alors qu'il était en mission. Ce FACA a accepté de témoigner de façon anonyme. On a passé au moins 6 mois sur le terrain. Là, on était au fond du pays là-bas. Il n'y avait même pas de préservatifs, tout ça. Et après le retour de mission, il a découvert que je suis contaminé. Vous savez, les militaires, ils sont souvent sur le terrain. Ils sont souvent surtout avec les événements militaires-politiques là. Il y a aussi des actes irresponsables, vagabondage sexuel, tout ça. Ce protocole prévoit une meilleure sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles ainsi qu'une meilleure prise en charge des soldats affectés et leurs familles. Un travail sur les violences basées sur le genre est aussi au cœur du dispositif. Charlotte Cossé, Bangui, RFI. Michel Sidibé qui est en visite en Centrafrique jusqu'à mercredi, aujourd'hui à Paoua dans l'ouest pour visiter notamment l'unité spécialiste de traitement du VIH dans la ville. La ministre française des Armées au soutien des militaires de Barkhane et du G5 Sahel. Florence Parly est au Tchad pour évoquer la situation sécuritaire au Sahel et dans la région du lac Tchad. Elle a annoncé que la force conjointe du G5 lancerait ces prochaines semaines 3 opérations. Précision à Djamena Madjas Ranako. Après le Niger et le Burkina en juillet dernier, la ministre de la Défense de la France arrive à N'Djamena pour poursuivre des discussions en vue, je cite, de l'appropriation des opérations de sécurité par les Africains eux-mêmes. En plus de la visite aux militaires français de l'opération Barkhane,
Madame Parly aura des échanges avec le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, et son ministre de la Défense. La montée en puissance du G5 Sahel sera au centre des discussions. Confrontée à des difficultés de financement, la coalition des 5 pays du Sahel peine à remplir convenablement sa mission. En témoignent les attaques récurrentes contre ses positions, notamment au Niger, au Mali et au Burkina. Le Tchad, relativement épargné au Sahel, est par contre engagé sur un autre front, celui de la lutte contre Boko Haram. Vaincu militairement il y a 2 ans, le mouvement islamiste semble avoir retrouvé des capacités opérationnelles. En témoignent les attaques dans les 4 pays riverains du lac Tchad ces derniers mois. Pour faire face à ces défis, les pays africains ont besoin du soutien financier et diplomatique de la communauté internationale et c'est la raison de cette visite. Madjasrana Kondjamena, RFI. Et puis dans le centre-ville de Brazzaville, François, un joyeux tintamarre a repris. Oui, ce sont les anciens travailleurs de l'ex-Office national des postes et télécommunications. Ils dénoncent ainsi des pensions non payées depuis 9 ans. L'ONPT a été liquidé en 2003 et quelques 1200 anciens employés sont privés de retraite. Alors après avoir épuisé les voies de recours, ils ont sorti leur casserole pour une 2e semaine de concert de protestation dans les rues de la capitale. Loïcia Martial leur a rendu visite. Cloche, couvercle, sifflet, tam-tam, bidon vide et vuvuzela, tous ces instruments sont utilisés par ces ex-travailleurs de l'ONPT, essentiellement des sexagénaires, pour animer ce concert. Le bruit qu'ils produisent est très fort, si bien qu'ils prennent le soin de protéger leurs propres oreilles avec du coton. Ils revendiquent des droits sociaux énumérés par le président de leur collectif, Gilbert Idoli. Ça fait 9 ans que la CNCS ne prend pas en charge nos pensions de retraite. Parce que, d'après le directeur de la CNCS, l'ex-Office national des postes et des télécommunications n'avait pas versé ses cotisations sociales de 2003 à 2009. Oui, c'est chiffré à 15 milliards. À part le problème de la CNCS, il y a aussi une créance que nous réclamons depuis la liquidation de l'ONPT. Il y a une créance de 580 millions que l'État, qui a reconnu cette dette dans le plan social, devrait reverser aux ex-travailleurs. Donc nous réclamons cette créance à corps et à cri. La commission mixte en charge des entreprises d'État liquidées et en cours de liquidation, coordonnée par le ministère de la Justice, n'a pas souhaité apporter des explications sur la situation de ces ex-travailleurs qui ont promis d'arrêter leur mouvement seulement après une entière satisfaction de leurs revendications. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI. Si vous nous écoutez à Brazzaville, vous restez avec nous, il est 7h43. C'était le journal de François Mazet, 8h43 ici à Paris.